Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Ça y est, aux États-Unis, on s'achemine vers un remake de l'élection de novembre 2020. 4 ans donc après, ce sont les présidents sortants Joe Biden et l'ancien président Donald Trump qui s'affronteront encore une fois dans ce qui ressemblera à une revanche pour Donald Trump ou une confirmation pour Joe Biden. Et dans une Amérique de plus en plus divisée, entre blancs et afro-américains, entre minorités immigrées et suprémacistes blancs, entre les ultra pro-Trump et tous les autres, et bien évidemment entre démocrates et républicains, tout le monde a en souvenir ce 6 janvier 2021, quand le Capitole avait été pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Dans cette élection, les deux présidents sont âgés. Joe Biden, 81 ans et à la santé inquiétante, et Donald Trump, 77 ans, mais confronté à plusieurs affaires judiciaires. Qui l'emportera? On verra bien. Rendez-vous dans 8 mois. Mais nous l'analyserons maintenant. En seconde partie, l'Ukraine. Alors que la troisième année de guerre est entamée, que le conflit est quelque peu occulté par les massacres Arza, voilà que la guerre verbale commence de manière plutôt préoccupante entre un président Macron qui évoque la possibilité d'envoi de troupes au sol et Vladimir Poutine qui riposte en menaçant du feu nucléaire. Ce qui est sûr, cependant, c'est que la réalité sur le terrain a évolué sur le plan aussi bien logistique qu'opérationnel et que les opinions publiques occidentales commencent à s'interroger sur le bien fondé de poursuivre cette guerre alors que les sanctions contre la Russie ne semblent pas avoir été aussi efficaces qu'on les attendait. Avec nous, pour analyser et décrypter ces deux thèmes, colonel Hassan Saoud, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes officier supérieur de la gendarmerie royale et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci. Ali Harichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis. Merci. Zakaria Boudahab, bonsoir. Bonsoir, c'est Aziz. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed VI de Rabat. Aussi. Merci à vous trois. On commence par les élections donc américaines. Alors, en novembre prochain, il y aura cette élection, des enjeux qui sont immenses, mais aussi face à une nouvelle fragmentation du monde, face aux problèmes qui se déroulent dans à peu près toutes les parties du monde. Le monde aura les yeux rivés sur les États-Unis pour savoir qui sera le 47e président des États-Unis. Je commence par vous, Zakaria Aboud-Dahab. Donald Trump et Joe Biden, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'ils sont les champions dans leurs partis respectifs, sachant que l'un et l'autre sont assez contestés par une partie de leur base? Aussi bien les républicains sont divisés sur la personne de Trump et la question d'Israël aussi, qui crée certains problèmes à Joe Biden. Est-ce qu'ils sont véritablement représentatifs de leur parti? Du moins, si l'on croit les résultats du Grand Mardi, c'était avant-hier, et donc qui a plus ou moins d'abord permis à Donald Trump de remporter quand même 11 États sur 12 par rapport à sa rivale, donc qui a été du coup écarté. Et donc M. Joe Biden, lui aussi, avait remporté les primaires face à des concurrents, mais qui n'étaient pas véritablement visibles. Ce qui semble aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un peu le commentaire de la plupart des mass médias du monde, c'est que donc c'est un champ politique qui est électrifié, et ça se voit que nous acheminons un duel, encore une fois, à partir du prochain scrutin. Normalement, les élections, c'est le 5 novembre 2024, mais il semble de plus en plus qu'aujourd'hui, le champ politique américain est structuré par deux tendances majeures, la tendance conservatrice et la tendance démocrate. Et donc, c'est M. Donald Trump versus Joe Biden, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Mais il faut dire, nous y reviendrons, que quand même la Cour suprême états-unienne a encore une fois, entre guillemets, blanchi M. Donald Trump. Il aura d'autres soucis, mais qui n'ont rien à voir avec son aptitude à se présenter aux élections présidentielles. Et donc, ce qui semble aujourd'hui quasiment une sorte de consensus, que nous assisterons à un duel véritablement entre Donald Trump et M. Joe Biden. Et vous pensez, colonel Saoud, que ça va se passer comme ça? Et que si ça se passe comme ça, comment, d'après vous, ça pourrait être, comment ça pourrait se décliner? Parce qu'encore une fois, les deux ils seront peut-être les champions ou les représentants de leur parti, mais ils n'emportent pas l'adhésion de l'ensemble des membres de leur parti, ce qui n'y aura pas des phénomènes. Joe Biden, juste une précision, Joe Biden avait, en début de semaine, invité les électeurs républicains de Nikki Haley de rejoindre le camp démocrate. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Oui, vous avez parlé à juste titre de remake. Oui, remake en ce qui concerne ceux qui seront les candidats aux élections. Mais la différence avec l'élection présidentielle, c'est que nous avons un paysage géopolitique bouleversé, pas comme en 2020. On a évidemment la guerre Russie-Ukraine. Nous venons d'avoir le problème israélo-palestinien.
le Haut-Karabakh, les problèmes dans l'Indo-Pacifique. Donc je pense que la situation n'est plus la même. Et c'est peut-être ces éléments-là qui auront une part dans la détermination de qui va l'emporter. Nous sommes maintenant dans les primaires, ils ne sont pas finis. Le candidat Trump a aujourd'hui 1031 délégués. Il lui en faudra 1215 et visiblement, vers la fin du mois de mars, il pourra les combler. Donc on s'achemine vers ce duo dont la réalité, les Américains n'en veulent pas. Sauf qu'ils doivent s'en accommoder. Les sondages, les sondages disent qu'on n'en veut pas, et c'est ça pose encore le problème de l'émancipation des élites politiques aux États-Unis. C'est un problème. Les sondages valeurs aujourd'hui donnent 43% pour Biden, 48% pour Trump, mais c'est une photographie ententée d'ici juin pour permettre de confirmer la décision. Et d'ici le 5 novembre, il y aura certainement beaucoup de choses à discuter. Il y aura beaucoup d'éléments. Santé de Biden, mon ami Zakaria l'a dit, les bourgs de Trump, le feuilleton judiciaire, même si son inéligibilité a été annulée, mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent se produire. Alors, beaucoup de choses peuvent se produire. Justement, je vais vous pousser un peu plus loin. Est-ce que, nous sommes à début mars, est-ce que vous pensez que le 5 novembre, ça va être ce duo qui va se présenter? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir autre chose? Donald Trump a plusieurs affaires pénales ou fiscales sur le dos. La santé de Joe Biden décline et on voit que les bourdes. Est-ce que vous pensez que cette configuration va durer jusqu'au 5 novembre? En valeur aujourd'hui, c'est ce que nous allons avoir d'ici le 5 novembre. Comme a dit mon collègue Zakaria, après ce mardi, ce grand mardi, ça s'est clarifié. Et même Nikki Haley, il a abandonné. Donc, Trump, il est tout seul, représentant les républicains. Biden est le seul qui représente, après les primaires, donc des démocrates, qui représente les démocrates. Maintenant, on pense au colistier. Qui sera le colistier? Et au cas où il y aurait peut-être certaines tergiversations ou certains changements, peut-être de la santé ou d'autres ennuis, peut-être judiciaires, bien que l'inéligibilité elle a été révoquée elle a été, on va dire, la Cour suprême, elle a tranché. Donc ça, c'est clair. Alors, on parle de qui sera le colistier ou la colistière de l'un ou de l'autre. Mais ce duo-là, c'est lui qui trace ce chemin-là vers le 5 novembre pour s'affronter encore une fois, comme cela a été fait il y a 4 ans. Maintenant, le champ politique américain nous interpelle, c'est-à-dire en tant que scientifiques, pour analyser ces élections. Ces élections, notre colonel a parlé de la géopolitique qui fait partie aussi de l'enjeu électoral, mais il y a aussi un champ politique interne où il y a un clivage qui s'exprime d'une manière très claire aujourd'hui, très limpide. C'est un clivage donc progressiste et conservateur. Et les variables sociologiques, c'est-à-dire de ces élections-là, sont assez claires aujourd'hui. On voit pour le champ conservateur, la variable, par exemple, religion. Quand on voit des articles sérieux, les républicains plus attachés à la chrétienté vont voter pour les républicains. Les démocrates sont plus dans la laïcisation. Il y a une autre variable par rapport à l'éducation sexuelle des enfants. Ça, c'est une variable des enfants au niveau des écoles. Les républicains sont contre, les démocrates sont pour. On a la variable du vote blanc d'abord. Le vote blanc et le vote, il y a des chiffres. Les républicains. Le vote blanc, vous voulez parler du vote nul ou du vote de couleur blanche? Non, le vote race. En parlant sociologie du vote de l'électorat blanc. Et quand on parle des chiffres, l'une des dernières études qui ont été faites, par exemple pour les démocrates,
c'est 40%, alors que pour les républicains, c'est 58%. Pour les Noirs, c'est 86%. Pour les démocrates, c'est 13% pour les républicains. Les hispano-latinos, c'est 60%. C'est une étude récente, c'est-à-dire scientifique, dans un magazine indexé. Et c'est des chiffres, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir. Il y a aussi la variable de l'âge et du vote dans l'électorat. Et là, on va voir, par exemple, le vote de l'électorat blanc. Les jeunes votent démocrate. Mais plus ils prennent de l'âge, plus ils vont aller vers les républicains. Et là, on parle de ce qu'on appelait, parce qu'on enseigne aussi le déterminisme selon l'école de Lazarsfeld. Est-ce qu'il y a un déterminisme? Parce que quand il dit on pense socialement, politiquement, comme on pense socialement, et le vote est un acte de foi. Et là, on pose ces deux écoles, ou ces deux clans, ou droite-gauche, c'est bien plutôt progressiste, conservateur, dans cette analyse-là, pour comprendre comment les Américains votent. Il y a aussi la variable de l'éducation. Plus de l'éducation chez les hommes ou chez les femmes, ils vont voter plus démocrate et là, il y a aussi des chiffres. Donc, avec ce déterminisme-là, nous pensons que l'enjeu électoral au niveau des États-Unis, il est très important. Bien sûr, on va parler aussi de l'économie. L'enjeu économique, America's First, et tout ça. Tout ça fait, alors que Biden a joué aussi sur ça en faisant que des deniers publics ont aidé les investisseurs pour essayer d'aller dans Les amis, vous y allez un peu fort tous les trois, parce qu'il y a encore des procès qui vont se tenir prochainement contre Donald Trump pour rébellion, justement. Là, vous avez fait tous les trois référence au 14e amendement, 3e alinéa, pour être précis, n'est-ce pas? Et il est possible qu'il y ait une cour dans un État quelconque qui prononce donc cette rébellion. Je dis qu'il est possible. Donc, ça a été prononcé au Colorado, et la Cour suprême rien n'a été joué. La Cour suprême, la Cour du Colorado n'a pas prononcé la rébellion, mais elle a tout simplement empêché Trump de se présenter. Mais clairement, avec des preuves et des faits, prononcer une rébellion, c'est très grave, c'est très important. Et si ça se passe, on verra. Enfin, on suivra les choses. Zakaria Aboudab, je reviens à vous. Alors, Joe Biden, les démocrates, présentent une élection de Donald Trump comme un danger pour la démocratie. Et de fait, l'ancien président, à sa manière, on lui avait posé la question de « Serez-vous un dictateur ?» Il a répondu, je vous vois sourire, le premier jour. Except the first day. Voilà, except the first day. Le premier jour, ce qui veut dire que il vient animé d'un désir de vengeance. Il veut démanteler ce que lui et ses partisans appellent l'État profond, c'est-à-dire la grande administration. Il veut régler des comptes, il veut envoyer des gens en jugement. Est-ce qu'ils ont raison, les démocrates, de poser le choix entre Biden et Trump comme le choix entre la démocratie et le chaos politique? Je ne sais pas comment on dit it works ou non aux États-Unis aujourd'hui, puisque même Biden lui-même est critiqué par rapport à la gestion d'un certain nombre de dossiers. Nous y reviendrons peut-être, que ce soit la question de Gaza et puis la position de M. Biden dès le premier jour, le lendemain de l'offensive. Du côté de Netanyahou, je ne parle pas de l'État israélien, et donc cela lui a ôté beaucoup de points et a ajouté encore en termes d'impopularité auprès de l'électeur américain. Comme disait Si Ali et Si Hassan, qui n'est pas dupe. Lui-même, il est conditionné, déterminé par des considérations, certes de sociologie électorale, mais également de psychologie. Et puis, il ne faut pas oublier que le changement générationnel, ceux qui auront 18 ans bientôt, au maximum, je pense le 5 novembre 2024, participeront au vote, etc. Sans oublier évidemment son inefficacité par rapport à la question, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors ceci dit, il faut faire la différence entre la réalité peut-être et la guerre psychologique, la guerre d'information. Mais ce qui semble aujourd'hui, parce que j'ai fait un peu le tour, si vous voulez, j'ai zappé par rapport à des chaînes, que ce soit américaines, françaises ou autres, qu'aujourd'hui Trump n'est pas celui qui était dans la course à la présidentielle en 2017. Il en a tiré les leçons, donc il sait faire la part des choses et donc il sait comment éviter un certain nombre de pièges. Je dis cela pourquoi? Parce qu'apparemment, il est aujourd'hui mieux entouré d'une équipe d'experts, surtout les lawyers, les avocats. Vous savez, les avocats aux États-Unis occupent une place extrêmement importante. C'est un think tank qui s'appelle Heritage Foundation. Et aujourd'hui, je crois, il va faire beaucoup attention par rapport à sa démarche. Certes, il y a des craintes, je le sais, par rapport au détricotage d'un certain nombre d'accords multilatéraux,
le retrait de l'accord de Paris, encore une fois, la position par rapport au nucléaire vis-à-vis de l'Iran, etc. Mais ne pensez-vous pas qu'au-delà des questions de gestion interne de la conflictualité politique entre M. Biden et M. Trump, mais également les démocrates et les républicains, est-ce que Trump ne serait-il pas peut-être l'homme de la situation aujourd'hui par rapport à un vide qui, malheureusement, a été laissé, il faut le souligner, par une Amérique qui a besoin peut-être d'un homme un peu plus fort, plus en mesure de faire ce qu'il dit. Ce n'est pas une critique par rapport à M. Biden. Non, nous sommes objectifs, neutres, etc. Est-ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, que M. Trump gagne du terrain et que probablement, par rapport au piège qu'on lui tend, dictateur ou pas dictateur, etc., il va faire mieux pour éviter les pièges ou les fautes ou les erreurs du passé et il sera, tant bien que mal, je le pense, mieux préparé pour le duel, le fameux duel. C'est vrai que M. Biden a à son actif 2%, sinon 3% de croissance économique, chômage. Mais quand on parle à des Américains, ils disent « bof ». Vous savez, ils minimisent plus ou moins le bilan économique et social de M. Biden. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, difficile certes de conjecturer, mais on peut dresser quelques scénarios probables d'une certaine victoire, peut-être un peu très serrée de Trump sur M. Biden. Il en a connu d'autres, en d'autres termes. Hassan Saoud, Zakaria Bouddheb nous dit que Trump a tiré les leçons de son premier mandat et que donc il sait comment réagir. Est-ce que vous pensez que, il a vraiment tiré les leçons, c'est-à-dire que dans ce qu'il dit, c'est simplement pour attirer un certain nombre de voix, enfin des cercles de voix qui sont un peu pour la brutalité. Est-ce que vous pensez que ça va être comme ça? Et comment vous voyez ce fameux débat qui aura lieu si on continue comme ça, avec la tornade de Donald Trump face à un Joe Biden qui, on peut le dire, est quand même pas au mieux de sa forme? Vous savez, la fondation dont a parlé Zakaria a produit un rapport dont quelques éléments ont fuité. Notamment, il s'est entouré d'experts. Il a dit, la première élection, j'étais entouré par des gens inexpérimentés. Maintenant, il s'est entouré de une 200aine d'experts par cette fondation conservatrice du reste. Et parmi les éléments cardinaux qui ont fuité, c'est le changement radical au niveau de la Maison-Blanche. 4000 personnels vont être balayés. Mais il a ajouté que dictateur le premier jour, de balayer plus de 50 000 fonctionnaires des services publics américains. Ce qu'il appelle le deep state, l'État profond. Voilà. Il a encore dit que je vais essayer de changer la Constitution pour que l'exécutif soit renforcé au détriment des institutions démocratiques qui sont la Chambre des représentants et le Sénat. Dernier point, il faut que le président maîtrise ce qu'on appelle les agences fédérales. La CIA, la fameuse communauté du renseignement avec leurs 17 agences. Avec toutes ces, la NSA et tout ça. Je pense que si dans sa campagne ou dans le débat, il dira ça, les Américains quand même sont jaloux de leur démocratie et des équilibres, même s'ils ne sont pas équilibrés. Et puis, il se trompe parce que, de mon point de vue, le président des États-Unis n'est pas aussi fort qu'il le pense à l'intérieur. Il y a des garde-fous. Les experts parlent d'un président français avec beaucoup plus d'attributions et de force. Et donc, ça sera un problème. Côté démocrate, c'est vrai, comme disent les collègues, la guerre de Gaza est passée par là. Vous avez la communauté noire, les latinos, vous avez l'aile gauche de la démocratie, Sanders. Rappelez, il a fait un vote contre lui au moment de la désignation au Sénat ou à la Chambre des représentants. Et vous avez la communauté arabe et musulmane. Dans un État dont j'ai oublié le nom, 100 000 votes blancs. Et on sait d'où ça vient. Donc il y a ces problèmes-là, mais à la fin des fins, les Américains ils se posent la question suivante. Va-t-on confier notre pays à ce candidat ou à ce candidat?
Et donc, il y a un problème de crédibilité, de responsabilité et surtout d'homme d'État qui va se poser à la fin. Et donc, le choix leur appartient, même s'il y a un paradoxe électoral. Vous pouvez gagner le vote populaire et perdre les grands électeurs. Les grands électeurs, comme c'est arrivé souvent ces dernières années. Ça s'est passé avec Mme Clinton. Et avec Bush Gore, avec tout le monde. L'État dont vous parliez était le Michigan, là où il y a beaucoup d'arabo-musulmans. Et les mois qui viennent apporteront certainement beaucoup plus d'éclaircissements. Alain El-Halachi, vous êtes d'accord avec ça, que les contre-pouvoirs, que les garde-fous vont véritablement servir, sachant que l'un des grands contre-pouvoirs, l'un des grands garde-fous s'appelle la Cour suprême. Or, la Cour suprême, c'est 6 conservateurs contre 3 démocrates. Et sur les 6 conservateurs, il y en a 2 ou 3, je pense, qui ont été nommés par Donald Trump lui-même. Est-ce que vous pensez que ces garde-fous vont vraiment garder ou alors Trump pourrait les dépasser? Parce que quand il dit qu'il va changer la Constitution, ça veut dire qu'il sait qu'il a assez. On appelle ça, vous êtes plus anglophone que moi, check and balances. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que ça va continuer de fonctionner? Est-ce que vous pensez que Trump pourra avoir les moyens constitutionnels, institutionnels de changer la Constitution? Peut-être pas de changer la Constitution, il faut juste préciser que les États-Unis d'Amérique est un pays où il y a une séparation très claire du pouvoir. Et là, quand Tocqueville a écrit de la démocratie en Amérique, c'est un livre qui est de référence aujourd'hui et qui a démontré même au moment des élections où il y a eu des problèmes, des résultats, qu'aux États-Unis, le pouvoir judiciaire... Il a écrit au 19e siècle, on est bien d'accord. Oui, en 1830. Des changements qui sont passés. Mais ce qui est extraordinaire, c'était parce qu'il a travaillé sur les élections américaines, sur la séparation du pouvoir et la valeur du pouvoir judiciaire qui permet de garantir la sincérité des élections. Quel que soit, et ça, même s'il a été écrit il y a un siècle, il nous montre comment cette séparation se traduit, et nous l'avons vu d'ailleurs avec la Cour suprême et avec tout ce qui s'est passé. Donc, au niveau des États-Unis. Maintenant, parce que pourquoi je dis ça? Ça nous aide à répondre à votre question. Est-ce qu'il a des contre-pouvoirs? Il y a des contre-pouvoirs, mais à mon avis, le président, il a aussi des pouvoirs qu'il détient. C'est-à-dire, la séparation des pouvoirs permet à chaque institution aux États-Unis d'exprimer les compétences dont elle a les attributs. Et ça, c'est très important. Le fait que monsieur Trump veut changer la Constitution, s'il a la compétence et les attributions, et cela ne rentre pas en contradiction avec les autres institutions qui sont les institutions, c'est-à-dire les législatives, lui représentant le super exécutif, ça sera possible, mais il y a toujours un équilibre. Les États-Unis, ils ont un équilibre de pouvoir qui est extraordinaire avec la diversité. C'est un État fédéral, ce n'est pas un État unitaire, et c'est pour cela que la justice joue un rôle très important, qu'elle soit conservatrice, et là je reviens aussi puisqu'il a nommé, vous avez parlé qu'il a nommé au niveau de la Cour suprême des juges qui sont conservateurs, mais il y a une séparation de pouvoir qui est très importante, et il y a un équilibre au niveau des pouvoirs. Moi, à mon sens, toujours pour ces élections qui sont quand même passionnantes, parce que avec Trump, Biden, est-ce qu'ils vont arriver là, quel que soit, je reviens, le candidat qui va arriver, ou les 2 candidats, ou les colistiers qui seront avec eux, c'est ce clivage qui va déterminer l'élection. Il y a toujours 40% qui votent comme ça et 40%. Et vous avez 20% des indécis qui vont jouer sur cet électeur rationnel avec toutes ces variables que j'ai citées tout à l'heure. Mais il y a aussi la variable géopolitique qui est très importante. On peut voir, si on voit le mandat de Trump, il n'y a pas eu de guerre lors de son mandat. Il a vendu pas mal de... On va revenir à la question géopolitique, si vous permettez. Mais encore une fois, je voudrais revenir avec vous sur cette question. C'est bien d'avoir des contre-pouvoirs. Mais les contre-pouvoirs, on a bien vu que pour la Cour suprême, c'était cette semaine, elle a donné fait égose, elle a donné gain de cause à Trump. J'ai compris. Parce qu'elle a considéré que le 14e amendement n'a pas été
touché, c'est-à-dire que n'est pas caractérisé d'une manière judiciaire, c'est-à-dire que celui qui a prêté serment n'a pas porté atteinte aux institutions. Ce qui s'est passé au Capitole, ils l'ont considéré comme étant, cela n'a pas porté atteinte aux institutions et à la Constitution, contrairement, et là je reviens au 19e siècle, ce qui s'est passé, puisque le 14e amendement est arrivé après la guerre de sécession. Juste après, en 1868, et parce qu'ils ont considéré que les sécessionnistes avaient porté atteinte, c'est eux qui avaient, c'est-à-dire prêté serment. Donc c'est vrai que là, c'était clair, il y a eu une guerre meurtrière qui a duré 4 ans. Oui, c'est ça, on s'est dit ça la dernière fois. Mais c'est vrai que donc, la Cour suprême, elle garantit la justice. Il a statué sous serment avant. Bien sûr. Sur cette affaire-là, ils ont statué, ils ont prêté serment avant de statuer. Donc je pense que ce qu'a dit Ali Harichi est juste, ils ont considéré que le 14e amendement ne s'appliquait pas. Ok, alors on continue. Je reste avec vous, colonel Saoud. On va passer maintenant à la... Quand je vous appelle colonel, c'est que je pose une question militaire. Et ça, c'est militaire. Donc l'Ukraine, allez, on est le 5 novembre, on est le 6 novembre. Imaginons que ce soit Donald Trump qui passe. On a vu la réaction de Joe Biden avec l'Ukraine. Aide pratiquement inconditionnelle, même quand le Congrès freine et ralentit, tergiverse, et elle embine, et il y a toujours la Maison-Blanche qui est en train de pousser. On est à un tournant de cette guerre ukrainienne, on va en parler aussi en deuxième partie, mais si c'est Trump qui passe, comment vous voyez les choses? Voilà, on revient à l'équilibre. Vous voyez, aujourd'hui, Biden veut donner 60 milliards à l'Ukraine. Le Congrès bloque. Est-ce que le Congrès ne sera pas capable de bloquer Biden pour une décision qui ne leur convient pas? C'est ça, justement, ce qu'il veut, ce qu'il a l'intention de rompre, et je pense qu'il ne réussira pas. Trump ou Biden? Non, Trump. Mais Trump, on connaît les relations qu'il avait avec Vladimir Poutine. Vous savez, pour vous répondre, nous sommes en campagne. On parle de Trump comme quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Mais je pense que l'exception Ukraine-Russie n'est pas facile pour lui à gérer dans la façon dont il le voudrait. C'est-à-dire couper l'aide à l'Ukraine, je pense qu'il ne pourrait pas. Je dis bien, je pense qu'il ne pourrait pas, compte tenu des enjeux géopolitiques, l'Occident contre la Russie, l'OTAN, l'Europe et les États-Unis. Je pense que c'est un slogan de campagne. Et tout ce qu'il avait dit sur l'OTAN, c'est à mon avis dépassé parce qu'il a réussi à ressusciter l'OTAN. Et donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Le contenu ou la quantité d'aide qui pourrait être... Je n'en sais rien, mais je pense qu'il ne pourra pas, à un moment donné... modifier le rapport de force. Agir sur ça. D'ailleurs, Biden va relancer l'affaire avec le Congrès dans quelques jours pour essayer... et il y aura certainement, avec les discussions qu'il a eues avec l'opposition, il va certainement y avoir des arrangements parce que l'Ukraine est dans une situation critique. La situation sur le terrain est très difficile. La contre-offensive russe gagne du terrain, même si ce n'est pas décisif pour une... Ce sont des batailles. Et concernant cette situation militaire, je pense que Advivka a été prise. Ça a été un trophée pour la campagne électorale de Poutine. D'ailleurs, vous avez vu comment on a, en termes de communication, géré l'affaire. Ils gagnent le terrain, mais les Russes, les Ukrainiens sont en défensive. Rapport de force déséquilibré, rapport de feu très déséquilibré. Ils ont besoin d'obus, ils ont besoin de missiles, ils ont besoin de cartouches, ils ont besoin de matériel, mais ils n'ont jamais demandé des hommes. Et donc, c'est une situation qui est assez compliquée et je pense que ce sursaut européen, si jamais il doit avoir lieu, pourrait un peu rééquilibrer la chose, même si vous voulez qu'on développe un peu la situation un peu terre-air-mer pour édifier. La situation en mer, la Russie est en train de perdre beaucoup de ses bateaux de guerre. Et hier ou avant-hier, il y a eu des patrouilles françaises
des mirages de mille en patrouille normale dans les eaux, dans les eaux internationales. L'espace aérien, intéressant. Et oui, il y a eu une alerte russe, il y a eu des sommations, et puis ça a été... il y a un risque d'escalade. Si jamais il y a une bévue, ça risque de dégénérer. Donc on en parlera de ça en deuxième partie. Dans vos réponses, chers amis, vous avez peut-être oublié quelque chose, c'est que le 5 novembre, les Américains n'éliront pas uniquement le président, ils éliront aussi un congrès. Or, on sait que traditionnellement, le plus souvent, quand un président est élu, on lui donne une majorité. Et c'est à mi-mandat, les élections de mi-terme, que ça change. Donc, si Trump est président, si Biden est président, chacun d'eux aura normalement sa majorité. Et donc, le Congrès, peut-être qu'il verrait les choses différemment. Alors, je passe à vous, à Zakaria Aboudahab. Le Moyen-Orient, ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc, on sait que Trump est un ami d'Israël, mais Trump est un ami de lui-même. C'est ce qui est dit par les grands spécialistes de Trump, qui est un ami de lui-même et qui va voir en fonction de ses intérêts. Ça, c'est Trump. Pour Joe Biden, vous savez que le judaïsme juif est extrêmement actif. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes juifs, démocrates, qui sont contre la politique de Biden. Mais Biden, s'il est réélu, sera son deuxième mandat. Donc, vous savez qu'au deuxième mandat, on ne réagit pas comme au premier. Comment vous voyez la politique, la future politique, à l'aune de ces éléments-là, la future politique américaine à l'égard d'Israël? Quelle question, hein? Quelle question? J'ai mis le temps pour la développer. Je ne vous laisserai pas beaucoup de temps. Non, mais attendez. D'abord, il faut dire que même la politique de M. Biden par rapport au Moyen-Orient de façon générale n'a pas fait bouger les choses. Il faut dire même que sa position, dès le premier jour, on l'a dit, ne l'a pas favorisé. Quand on sait aujourd'hui, dans les universités américaines, la masse des protestataires, justement, quand Biden s'y prononce ou intervient, que ce soit M. Blinken, etc., toujours le même discours, le même slogan, « Ceasefire now ». Il faut décréter un cessez-le-feu maintenant. Et donc, ce n'est pas à son actif, il est clair. Et il n'a pas non plus ressuscité les accords d'Abraham, qui à un moment donné, on avait dit que, tiens, ça pourrait être peut-être le prélude ou la porte d'entrée pour, encore une fois, faire redémarrer les pourparlers. Je ne parle pas de la paix, c'est très compliqué aujourd'hui sur le terrain, la situation comment elle est. Mais M. Trump aussi avait dit à un moment donné, bon, je pense après son départ, que M. Netanyahou l'avait trahi. Et donc, quelque part, je pense que la relation personnelle, elle est un peu brouillée. Ce n'est plus comme auparavant. Elle est un peu abîmée, c'est ce que je vous avais dit. Il est d'abord ami à lui-même. Il est ami à lui-même, tout à fait. Donc maintenant, c'est difficile parce qu'il faut dire, au cas où Trump reviendrait aux affaires, qu'allait être sa politique par rapport à ce Proche-Orient, comme disait De Gaulle, très compliqué, une sorte de poudrière, avec aussi une scène qui est aussi brouillée. La reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, l'enfoncement politique, sinon la chute vers l'abîme de M. Netanyahou. Bon, la question, je ne sais pas aujourd'hui si c'est ce cessez-le-feu allait intervenir au moins la veille du Ramadan. Est-ce qu'il va durer 6 semaines ou pas? Mais ce qu'on peut dire, grosso modo, que le soutien à Israël, c'est une tendance lourde dans la politique internationale américaine du peuple. Que ce soit les conservateurs, que ce soit... N'oubliez pas que M. Donald Trump avait pris la décision qui a été actée par le Congrès américain en 1995 de déplacer l'ambassade américaine aux États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem pour les Américains. En fait, vous avez dit quelle date? En 2017? En 1995, c'était la décision. Ah, c'était la décision qui avait été gelée par tous les présidents. Mais tous les présidents n'avaient pas voulu précisément parce qu'ils tenaient compte. Alors, raison de plus, Zakaria Aboudahab, voilà que les présidents américains, ils avaient une décision d'ouvrir l'ambassade à Al-Quds. Ils ne l'ont pas fait pendant pratiquement 20 ans avant que Trump décide de le faire. Je vous rappelle aussi qu'en 1991, après la première guerre du Golfe, il y a eu la conférence de Madrid avec Ishaq Shamir à l'époque. Exactement. Ça leur avait été imposé par George Bush père à l'époque. Donc quand ça va vraiment trop loin, les Américains... Mais la donne, c'est vrai, a changé sur le plan géopolitique quand même. À l'époque, c'était la chute du mur de Berlin, dislocation de l'Empire soviétique,
C'était l'ère un peu de la géoéconomie avec la WTO, enfin l'Organisation mondiale du commerce. Et Casablanca avait abrité le premier sommet du MEPI, Middle East Partnership Initiative. D'ailleurs, c'était à Casablanca en octobre 1944. L'idée, c'était après les accords d'Oslo 1 et 2, de parvenir à... Voilà. C'était... les accords Jéricho, c'est ça, c'est-à-dire la terre en contrepartie de la paix. Mais avec l'assassinat de Yitzhak Rabin et l'apparition d'un homme qui s'appelle Netanyahou, tout a été décimé, tout a été aboli pratiquement, et surtout après le précédent de l'esplanade des mosquées de Ariel Sharon et le déclenchement de la seconde intifada. C'est très compliqué, c'est Aziz, comme d'abord situation, et peut-être nous gagnerons à voir un président américain, que ce soit républicain ou démocrate, ressusciter l'espoir d'avoir un apaisement. Ce n'est pas une solution définitive, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez Israël qui est là, qui cherche sa sécurité, sa survie aussi, par rapport, oui, bien sûr, à un environnement qui est dangereux, vu de la part des Israéliens. Donc, ce qui fait, à mon sens, ça ne va pas véritablement faire bouger les choses. Probablement, peut-être, revenir ressusciter les accords d'Abraham entre guillemets, quand bien même aujourd'hui, on voit que la situation n'est plus ce qu'elle était en septembre 2020, avec le démarrage avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite qui cherchait aussi à rallier on va dire la coalition, mais aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous donner des réponses toutes faites. J'attendais pas autre chose, Zakaria Aouda, parce que c'est très compliqué. C'est dans 8 mois que l'élection aura lieu, il se passera beaucoup de choses. Tout le monde espère, bien entendu, que ces massacres vont cesser, mais d'ici à 8 mois, il se passera quand même beaucoup de choses. Allez, Harichi, on continue d'élargir sur le monde. Alors, on a bien vu la politique de Joe Biden vis-à-vis du monde, donc une grande ouverture, une grande proximité, une certaine forme d'humilité en Afrique, ou avec le Conseil de coopération du Golfe, une forme de résignation agressive avec les Chinois, avec les Européens, l'OTAN, une forme d'indifférence. Ça, c'est Joe Biden. Pour Trump, il a toujours dit les choses clairement. Avec les Chinois, il a été ferme. Question fiscale, bon, de toute manière, il l'a payé et les Siens l'ont payé. Les Chinois sont assez particuliers parce qu'ils ont allé taper là où il y a l'électorat de Trump. Avec les Africains, bon, ben, il s'est passé des choses. Avec le Conseil de coopération du Golfe aussi. Comment vous voyez la politique de Trump dans ce monde qui a beaucoup changé en 4 ans? Comment vous voyez la politique de Trump une fois qu'il serait éventuellement revenu aux affaires? Déjà, comme nous avons dit, c'est que Trump s'est entouré d'une nouvelle équipe qui ont de l'expérience. Certes, c'est des conservateurs. Bon, il appartient à un parti conservateur aussi, mais la vision va être différente. Différente, mais toujours pour ce qui est de la politique étrangère américaine, il y a certaines choses qui ne changent pas. On va dire qui sont inébranlables, certaines positions. Par rapport au Proche-Orient, quel que soit le président, républicain ou démocrate, il cherchera une solution, une forme de solution, peut-être pas la paix, parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, et dans 8 mois, espérons que les choses vont s'apaiser pour une population qui est en train de souffrir aujourd'hui. Par rapport à la Chine, nous avons vu, vous avez parlé de la Chine, il y a eu la fiscalité et les impôts par rapport aux produits chinois, mais les Chinois ont rétorqué de la même manière. Donc c'était avec Trump. Donc les Chinois restent on dit les rivaux, mais il y a une interdépendance entre les Chinois et les Américains, 697 milliards de dollars d'échanges par an, avec une balance très favorable aux Chinois. De dépendance et d'interdépendance. Et d'interdépendance, bien sûr. Maintenant, la position par rapport aux pays du Golfe, ça dépend aussi de ce qui se passe au Proche-Orient. Parce que les pays du Golfe, on vient de voir, il y a quelques jours, ils se sont réunis, ils condamnent ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Donc, aujourd'hui, Trump ne va pas aller vendre comme il a fait la dernière fois, on se rappelle de ce grand chèque avec les Saoudiens, vendre des armes. Maintenant, il faut essayer de trouver des solutions, parce que les pays du Golfe, ils ont une position. En fait, ils se sont inscrits dans une grande partie des pays du Golfe dans les accords d'Abraham, et on parlait que l'Arabie saoudite était sur le point de rentrer dans cet accord d'Abraham. Bien sûr, il y a un autre acteur qui s'appelle l'Iran, il ne faut pas l'oublier. L'Iran qui tourne comme une girouette. On les a vus dernièrement chez les voisins de l'Est. Peut-être pour le gaz, mais il y a pas mal de choses qui sont en train de voir ensemble.
Donc, il faut voir les rangs. C'est Trump qui est sorti de l'accord avec les Iraniens. Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Biden n'a pas fait. Pourtant, il a été élu des chevilles ouvrières en 2015. N'est pas revenu à ce qu'était avec Obama. Donc, voilà, il était le vice-président avec Obama. Il n'est pas revenu à ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Et ces messieurs-là ou ces présidents-là ont eux aussi changé, soit par là, soit par l'expérience, soit par... personne ne s'attendait, il faut le dire, à la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Nous-mêmes, en tant qu'analystes, on pensait, comme disait Raymond Aron, même Poutine disait qu'on ne pouvait pas. Raymond Aron, improbable guerre, dans un livre célèbre en 1948, et pourtant, on croyait que c'était une semaine ou un mois. Maintenant, ça dure 2 ans et quelques. Donc, in fine, la géopolitique mondiale, elle est ouverte à toutes les suppositions, à toutes les hypothèses. Mais les États-Unis gardent finalement, par rapport à certains politiques, ils restent très stables, quel que soit je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans quelle mesure, je vous vois rire Hassan Saoud, je ne sais pas dans quelle mesure la politique mondiale est encore lisible pour quelqu'un, parce que ça évolue tellement vite, avec des acteurs qui changent tellement vite et des conditions qui changent encore plus vite, que finalement, bien malin celui qui pourrait lire, et je rends grâce à Zakaria Bouddha, je ne peux pas vous répondre à ça, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses. Alors on va passer à l'Ukraine. Alors il y a eu Bakhmout. C'est pas grand-chose, dit tout le monde, mais c'est une ville quand même qui tombe. Et puis il y a eu Avdiivka, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une ville qui tombe. Alors les Ukrainiens, c'est un manque de munitions, c'est un manque d'hommes, de soldats, c'est des luttes aussi au sommet du pouvoir. Et c'est en face une Russie plus sûre d'elle, plus triomphante, plus conquérante, plus dominatrice. Alors, je n'ai pas de carte à vous proposer, mais en 3 minutes, est-ce que vous pouvez faire une situation sur le plan militaire et opérationnel? Vous avez commencé tout à l'heure et c'est pour ça que je vous avais arrêté. Oui, c'est à la faveur de la Russie, valeur aujourd'hui. C'est pas ce que vous disiez il y a quelques mois. Non, sur le terrain, dans le Donbass, c'est une réalité. Position défensive côté ukrainien, et là, vous voyez tout la fosse qui a été construite pour retarder les fameux fossés. La contre-offensive. Il y a autre chose qui est, à mon avis, importante. C'est hier, au moment où le président ukrainien, en compagnie du Premier ministre tchèque... C'était il y a 3 jours à peu près, oui. Non, où il visitait Odessa, il y a eu une attaque par Iskander. Tout à fait. Et ça, c'est quand même une escalade importante. Pourquoi? Parce que c'est quand même une visite d'un président et puis d'un Premier ministre otanien. Oui. Il faut le souligner. Et le drone, il n'est pas tombé par hasard à 100 mètres. Même pas à 100 mètres, je crois que c'est à 50 ou un truc comme ça. 150. Les Russes ont dit qu'on a visé un dépôt où il y a des drones. Parce que l'épouvantail pour la Russie, c'est les drones. Les drones aériens, les drones marins et les drones sous-marins. Et technologie ukrainienne. C'est très important parce que c'est quand même des ingénieurs. Il y a eu évidemment ce débat concernant le président français qui a parlé de l'acheter, et vous l'avez dit, c'était peut-être pour booster un peu un engagement, mais il a été un peu abandonné par tout le monde. Les Occidentaux n'ont pas suivi les gens de l'OTAN. Mais au niveau des munitions, mon colonel, au niveau des munitions, il n'y a plus tellement de munitions. Quand je dis les munitions, c'est des obus, c'est l'artillerie, c'est tout. Et c'est bien entendu le bloc occidental qui envoie, l'OTAN qui envoie. Est-ce que l'OTAN a encore des munitions à envoyer? Parce qu'il y a des réserves stratégiques aussi à maintenir pour elle. Tout à fait, vous avez raison. Vous savez, le retard de l'Europe, depuis la désintégration de la Russie, l'Europe croyait qu'on était dans un monde de bisounours et bon, la guerre était finie. Même la séquence yougoslave n'a pas attiré l'attention. Et donc, ils ont un retard énorme. C'est pour cela que le président français a parlé d'une coalition par rapport aux munitions, les obus, les missiles, les cartouches et tout ça, pour essayer de synergiser pour une production rapide
étant entendu qu'aujourd'hui, les Européens pensent à l'éventualité de l'échec de Biden. C'est dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'on ferait si jamais le président Trump était élu et si jamais il ferait ses promesses? Il y a un problème aussi, le problème allemand. Le problème allemand, vous vous rappelez, à Singapour, il y avait une réunion d'état-major de l'air avec le chef de l'armée de l'air qui était à Singapour. Et il y a eu une discussion en visio où ils ont parlé de ce qu'on appelle le Taurus. Les Taurus, c'est des missiles performants allemands, germano-suédois si vous voulez, et qui ont des capacités beaucoup plus importantes que les Scalp et les Storm. Et la Russie a été à l'écoute parce que le général chef de l'armée de l'air a pris le Wi-Fi de l'hôtel à Singapour. Oui. C'est un scandale allemand. Et là, maintenant, les Ukrainiens ont besoin de Taurus. Pourquoi? C'est pour le pont de Kerch. Parce que pour le Kerch, qui relie la Russie continentale à la Crimée. Absolument. Le fameux pont, on appelle le pont de Poutine. Le pont de Poutine, parce que ce missile a des capacités extraordinaires de perforation et d'explosion. Et donc, il vise le pont de Kerch pour essayer de couper tout l'approvisionnement russe. Donc la situation n'est pas très claire, mais on peut dire que globalement, l'Ukraine est en difficulté. Alors, Al-Harishi, en interne, comment ça se passe la situation en Ukraine, en interne, situation interne? Alors vous savez que le général Valoujny a été remplacé par un autre, Syrski, qui est lui de formation soviétique. Vous savez que l'élection qui était programmée à fin mars, a été reportée sine die. Tout ça se passe à un moment où il y a un environnement international qui peut faire peut-être passer l'Ukraine au second plan. C'est les Houthis, c'est Rza, c'est autre chose. Est-ce que vous pensez qu'en Ukraine, il n'y a pas une sorte de ras-le-bol qui est en train de s'instaurer, qu'on est en train de voir comme lutte au sommet de l'État? Oui, mais si. Si, parce que je pense que même le changement du chef de l'état-major est une expression face au ras-le-bol des Ukrainiens. C'est-à-dire c'est un chef d'état-major qui était extrêmement populaire. Oui, oui. Parce qu'il y a les élections, parce qu'il était très populaire et il y avait la possibilité qu'il se présente aux élections face à Zelensky. Donc, il y a un ras-le-bol parce que ce chef d'état-major, il a été remplacé et il a été remplacé par quelqu'un qui est un va-t-en-guerre. D'ailleurs, vous avez dit qu'on l'appelle le soviétique ou de formation soviétique. Donc, je cite toujours, puisque je suis assis à côté de toi. Oui, le boucher, mais je cite Tolstoï. Donc, maintenant, ce n'est pas guerre et paix entre les nations, mais la paix et la guerre. Et c'est des populations c'est-à-dire quand ils partent en guerre, ils ne comptent pas le nombre de décès ou de morts. Ça, c'est la doctrine soviétique, justement. Oui, donc voilà le soviétique qui Mais l'Ukraine, est-ce qu'elle a aujourd'hui les moyens de ses ambitions? Il y a les États-Unis, il y a les Américains. Est-ce qu'ils peuvent soutenir encore, comme ils l'ont fait depuis 2 ans, c'est-à-dire avec l'Ukraine? Biden, il va jouer sur ça parce qu'à un certain moment, oui, il soutient l'Ukraine, mais on a vu qu'il y a eu presque il allait y avoir le shutdown par rapport au budget qui était consacré à la guerre fédérale à l'Ukraine. Est-ce qu'il va jouer toujours sur cette ligne-là? Bien que Trump, il dit, moi je vais régler les choses rapidement. Donc ça, c'est un enjeu. Donc l'Ukraine, elle n'est pas indépendante dans sa prise de décision. Il y a aussi, on a parlé maintenant les Européens, oui, ce qui s'est passé avec les officiers allemands, la déclaration du président français. Est-ce que réellement l'Europe peut, je ne peux pas dire remplacer les États-Unis, ou bien participer à cette guerre plus qu'elle l'a déjà faite? Est-ce qu'elle a les moyens? Il y a des élections d'ailleurs européennes, du Parlement européen. Et on sait que c'est la droite ou l'extrême droite européenne qui est prégnante aujourd'hui au niveau de l'Europe et qui n'est pas
pour la guerre avec la Russie. Donc il y a d'autres enjeux électoraux qui se passent en Europe et qui... Donc l'Ukraine n'est pas indépendante de... il n'a pas les moyens d'abord de l'effort de guerre et il n'est pas indépendant de l'effort de guerre. Alors on continue après la lassitude de Zakaria Bouttahab et on terminera avec vous parce que l'heure a tourné déjà. Après la lassitude ukrainienne à laquelle, au sujet de laquelle vient de répondre Ali El-Harichi, les opinions publiques occidentales. Bon, au bout de 2 ans, on démarre la 3e année, il y a une sorte de lassitude qui commence à se faire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que ça peut être quelque chose de fondamental pour changer le cours de la guerre, sachant que les dirigeants occidentaux... Ils ont les yeux sur leur Moi, je vous sondage. dirais une chose. Ils sont plus intéressés par l'agriculture et par la grève des syndicats agricoles que par ce qui se passe aujourd'hui. Justement, les opinions publiques disent que vous mettez énormément d'argent dans la guerre, alors que nous n'avons rien. Je crois que même aussi la guerre Israël-Hamas, si vous voulez, pour être plus précis, a fait de l'ombre aussi par rapport à la Russie-Ukraine, ce qui a profité à M. Poutine, il faut le dire. Il a réalisé quand même quelques avancées sur le plan tactique. Il n'a pas remporté encore la guerre, mais peut-être il a remporté pas mal de batailles. Mais c'est un conflit quasiment un peu oublié, plus ou moins. Sauf exception, si probablement il y aura encore des drames humanitaires. On ne sait pas encore, parce qu'il y a encore des questions qui sont encore cachées ou encore voilées. M. Poutine a décidé il y a quelque temps de dire, il a dit que si éventuellement il y aura une implication directe des pays occidentaux, il ne lésinerait pas sur les moyens pour, cette fois-ci, non pas seulement mobiliser l'arsenal nucléaire, mais carrément attaquer. Et quand on sait que M. Macron, à un moment donné, avait même proposé l'envoi de troupes, alors si Hassan a dit que les troupes, c'est un terme qui est générique, mais moi j'ai compris qu'il s'agit de troupes militaires, je ne sais pas s'il s'agit seulement de la rhétorique, mais M. Macron est connu pour aimer beaucoup les concepts, etc. Mais il faut dire aujourd'hui qu'il faut que la situation cesse. C'est vrai que l'économie internationale en a souffert. Aujourd'hui, en plus de ce qui se passait depuis février 2022, s'ajoute la question des Houthis, l'attaque des cargos, la crise commerciale, économique. Même la dernière conférence ministérielle de l'OMC est passée à Dubaï, inaperçue, à Abu Dhabi, je ne me souviens plus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solution. Et comme le sujet d'aujourd'hui, c'est la liaison, le link entre élections présidentielles aux États-Unis et la situation en Ukraine, probablement, peut-être, il y aura un tournant ou un changement du mode opératoire au cas où M. Trump reviendrait aux affaires. On verra bien. Une poignée de secondes pour vous, Hassan Saoud. Un complémentaire politique, celui-ci, c'est le problème de la Transnistrie. La Transnistrie, c'est la région qui est à l'est de la Moldavie, qui elle-même est à l'ouest de la Il vient de demander l'appui de la Russie, comme ce qui a été fait dans le Donbass. Et ça va être certainement accordé. C'est une escalade de plus, d'autant plus que sur le plan de l'approvisionnement, Odessa joue un rôle important. Et la Suède qui devient membre de l'OTAN. Officiellement depuis 2 jours. Donc il y a des risques supplémentaires pour cette région. Bon, en gros, après 52 minutes, c'est le flou pour les élections américaines et c'est le flou aussi pour la guerre en Ukraine. On espère que tout ça s'arrangera. Merci Zakaria Bouttahab, merci Ali El-Harichi, merci colonel Hassan Saoud, merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Ramadan Mubarak Saïd et à la semaine prochaine.